Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est dans quelques secondes, 12h35. Alors nous avons parlé du film de Bernard Raymond, Tout ce que tu possèdes. Maintenant nous allons parler d'un sujet également très grave dans le sens sérieux. Vous savez que les Québécois se disent pacifistes. Un de leurs marqueurs identitaires récents est justement la résolution pacifique des conflits. Qu'en est-il alors de l'attitude des anciens Canadiens français et des Québécois d'aujourd'hui face à l'histoire du XXe siècle et face aux guerres où le Canada devait s'engager au nom de son appartenance au Commonwealth britannique et à la couronne non moins britannique? La question revient périodiquement en surface chaque jour du souvenir, soit le 11 novembre qui commémore l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre cette année sera, si je ne me trompe, dimanche prochain. Mathieu Bocoté est ici pour nous parler de toutes ces questions qui sont remuantes. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on parle de plusieurs événements. Il y a la guerre des bourgs à la fin du 19e siècle, la guerre des bourgs où l'Angleterre et toutes ses colonies et ses dominions voulaient aller taper sur les bourgs, les descendants des Néerlandais en Afrique du Sud. Il y avait aussi les deux guerres mondiales, donc 14-18, 39-45. Peut-être aussi la guerre de Corée et du Vietnam, mais qui nous concernait peut-être moins directement. Il y a eu à chaque fois pas des scandales, mais beaucoup de réactions. Je dirais sur ça, il y a deux choses qui doivent être d'abord et avant tout notées. Oui. Est-ce que les Canadiens français, parce qu'à l'époque c'est d'eux dont on parlait, étaient pacifistes? Le terme me semble exagéré, pour ne pas dire inexact. Est-ce qu'ils étaient isolationnistes? Ça, je crois. Il y a une tendance lourde dans la psychologie collective canadienne-française, une forme d'isolationnisme durable qui se fonde toujours sur cette idée, c'est-à-dire nous ne sommes pas assez nombreux pour aller nous faire tuer dans des guerres étrangères. Hein. C'était une vieille formule dite un peu plus méchamment par Camillien Oud au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc il y a ce vieil isolationnisme, cette idée aussi qu'on peut voir encore aujourd'hui, le monde ne nous intéresse pas vraiment, ou il nous intéresse de manière festive, mais sur le fond des choses, côté paroissial, provincial quelquefois, qui d'une limite et une force tout à la fois dans la condition canadienne-française. Qui est un peu la même que l'américaine aussi, la doctrine Monroe. Oui, mais je noterais que cela dit, certaines puissances, par leur simple statut géopolitique, sont obligées de s'intéresser au monde. Alors que certaines petites nations, par leur statut géopolitique aussi, peuvent quelquefois se sentent un peu à l'écart du monde, à l'abri du monde, existent dans les marges de l'histoire et ont l'impression qu'on ne les dérangera pas là. Donc je crois qu'il y a une part ici de l'isolationnisme canadien-français. Et il y a l'autre élément, c'est l'absence d'une mémoire militaire et d'une expérience militaire propre au Canada français ou au Québec, qui s'explique de la manière suivante. Nous ne sommes pas indépendants. Il faut être un peuple indépendant pour avoir une mémoire militaire singulière. La fonction militaire n'est pas inscrite, pourrait-on dire, dans la psychologie collective des Québécois. Ça, d'ailleurs, on en paie le prix d'une certaine mesure, parce que que nous dit la fonction militaire dans une cité, dans un pays? La fonction militaire dit: il peut arriver qu'on doive donner sa vie pour son pays. Oui. La nation, son indépendance, souvent est une chose sacrée, et l'armée est là pour la préserver. Donc l'existence même de l'armée dans un pays témoigne de la charge sacrée attachée à l'existence de ce pays. Mais alors que faites-vous du 22e régiment? Oui, ça 22, comme disait Anglo. C'est le mythique 22e régiment qui effectivement a joué son rôle dans l'histoire militaire canadienne-française, mais on notera d'ailleurs qu'on ne connaît que lui souvent. On ne nomme que lui parce qu'en tant que tel, c'est notre manière d'exister militairement, ce fameux 22e. Mais sur le fond des choses, je dirais, donc, n'ayant pas d'expérience militaire propre, n'ayant jamais été indépendant, n'ayant jamais d'expérience militaire propre, le militaire, c'est ce qui nous vient d'ailleurs, qui vient souvent troubler notre quiétude. C'est l'anglais, le militaire. C'est l'anglais souvent, c'est celui qui porte l'uniforme. C'est soit l'anglais qui donne des ordres en anglais aux Canadiens français, ou alors porter l'uniforme, c'est porter un uniforme qui n'est pas vraiment le nôtre. Il n'y a pas l'uniforme québécois. Alors, le fait est que l'expérience militaire, qui est une expérience formatrice pour la conscience collective d'un peuple, pour la condition politique même d'un peuple, l'expérience militaire, nous ne l'avons pas. Donc, si on tient ça ensemble, isolationnisme et absence d'expérience militaire, ça fait que pendant tout le 20e siècle, les Québécois se trompaient très souvent lorsque venait le temps de regarder le monde étranger. Quand même une chose, Mathieu Bocoté, il y a beaucoup de nationalistes qui voudraient un Québec indépendant et pacifiste. Oui. Alors là, avec l'armée canadienne qui n'est pas loin. Mais ça, on voit. Quand je dis que l'absence d'indépendance
génère des pathologies culturelles. Oui. Plusieurs indépendantistes souhaitent quelquefois que le Québec indépendant soit un Québec qui rapatrie l'ensemble des sommes qui sont en ce moment pris par Ottawa, mais pour les investir exclusivement dans les compétences provinciales. Donc un Québec souverain n'aurait que ministère de l'Éducation, de la Santé, du bien-être, des services sociaux, de la famille, de l'enfance. La monnaie, l'armée, mais l'armée, toutes les fonctions régaliennes de l'État ne nous intéressent pas. Donc l'indépendance, c'est quoi? C'est la province de Québec qui devient un pays sans avoir à gagner les compétences politiques propres, les compétences régaliennes propres qui sont confisquées pour l'instant par l'État fédéral. Donc, on veut l'indépendance vraiment de la province de Québec, mais on ne souhaite pas souvent la transformation de cette province en État-nation complet. Et là, ça vient. Il y a aussi cette espèce de mentalité utopiste, n'ayant jamais fait l'expérience tragique du politique. À tout le moins, n'ayant du tragique que la mémoire de la conquête, souvent. Oui. Et le souvenir de l'enracinement, bon. Mais le tragique politique est rarement apparu ici dans notre histoire. Et pourtant, Mathieu Bock-Côté, vous savez, Benjamin Franklin, qui était un des pères de la nation américaine, et se plaignait ouvertement des incursions des Canadiens ou des Français de l'époque qui venaient vraiment carrément emmerder les colons anglais et qui étaient forts. Mais ça, c'est la vieille mémoire de la Nouvelle-France, presque. C'est le vieil héritage de la Nouvelle-France qui, convenons-en, sur ce plan, ne constitue plus l'identité québécoise. Nous avons retenu de la Nouvelle-France le mythe du coureur des bois, la volonté qu'a le Québec de sortir de ses frontières chaque fois pour se prouver qu'il existe. Ça, effectivement, nous l'avons encore. Mais sur le fond des choses, je crois pas que ça a formé durablement la condition québécoise. Mais j'en reviens à ça. Le Québec a une vision, même les indépendantistes ont une vision assez utopiste de l'indépendance. On nous dit le Québec indépendant ne sera membre ni de l'OTAN, ni de NORAD, n'aura pas d'armée, aura une force de paix et 4 ou 5 zigotos avec des fusils pour jouer au casque bleu. Mais l'idée d'exercer pleinement la fonction militaire, ce qui veut pas dire jouer à la guerre, mais ce qui veut dire prendre au sérieux le côté sacré de la patrie, eh bien, ça, on dirait que ça n'a jamais véritablement formé la pensée indépendantiste. Sacré, d'ailleurs, c'est un très beau mot. On y reviendra dans quelques minutes, Mathieu Bock-Côté. Mais il y a aussi autre chose. Vous parlez d'isolationnisme, de manque de nation, mais il y a aussi l'hostilité canadienne, française ou québécoise à l'idée de servir une couronne qui en fait pour beaucoup n'est pas la leur. Ah, mais bien sûr. Et en même temps, aller défendre la France qui, elle, a abandonné dans l'esprit de beaucoup de gens les Canadiens ici. Mais c'est un double problème. Hein. Quand on pense à la Première Guerre mondiale, les Canadiens français disent c'est une guerre impériale qui ne nous concerne pas. Et il y a une part mineure, mais une part de vérité ici, car c'était une guerre qui nous concernait, ce n'était pas qu'une guerre impériale en une vieille puissance européenne occupée à s'entre-déchirer. Mais il y a cette idée que c'était une guerre extérieure qui ne nous concernait pas. Ça se tient. Deuxième Guerre mondiale, là, c'est l'erreur fatale. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas qu'une guerre entre vieilles puissances européennes en guerre les unes contre elles, c'est une guerre de civilisation, et la civilisation, dis-je, à laquelle nous appartenons, est attaquée. D'ailleurs, lorsqu'on se tourne vers la Deuxième Guerre mondiale, il y a une chose qui est intéressante. On présente pas souvent ça seulement quand on regarde les textes d'époque. Par exemple, Churchill, il dit pas seulement c'est une guerre entre la démocratie et le totalitarisme. Il dit c'est une guerre entre la civilisation chrétienne et la barbarie païenne nazie. Ah bon, par exemple, ça revient souvent, donc le vocabulaire de l'époque donne une charge existentielle beaucoup plus grande au conflit mondial. Or, les Canadiens français, à ce moment, par mémoire déformante, se disent cette guerre ne nous concerne pas, alors qu'on sait très bien que c'est une guerre à ce moment de civilisation. Il y a eu quand même beaucoup de volontaires qui sont engagés. Bien sûr que les gens s'engagent sur une base volontaire individuelle, mais le propre de l'armée dans une société, c'est de prendre, je le disais tantôt, de former la fonction militaire, de développer le service des armes pour en faire presque une habitude. Hein. Et c'est presque là-dessus, c'est fondé sur la vieille psychologie. Hein. Il y a différents types humains. Il y a le prêtre, il y a le bagarreur, il y a le voyou, il y a l'homme tendre. Bon, eh bien, il y a dans chaque société, il y a une personnalité, un certain type de gens qui sont faits pour aller dans l'armée. On le remarque d'ailleurs, des plus bagarreurs, plus physiques et ainsi de suite. Nous n'avons pas ça ici pour former cette habitude, pour discipliner cette habitude possible, cette psychologie, ce type de personnalité qui pourrait aller vers l'armée. Alors nos gens, effectivement, ont servi sous la couronne britannique, mais on faisait des rapports au début des années 60 et on se demandait souvent pourquoi les Canadiens français entraient dans l'armée et la quittaient. Parce qu'on remarquait ça. Ils entraient dans l'armée spontanément, mais la quittaient plus rapidement que les autres. Ah bon? Eh bien, c'est noté par Marcel Chaput, je crois, dans Pourquoi je suis séparatiste. Et il avait fait ce rapport. Et son constat est tout simple. Il dit, nous entrons dans une armée étrangère. C'est-à-dire le sentiment patriotique est par définition déformé lorsqu'on entre dans l'armée canadienne, parce que le pays de référence, le pays du cœur, le Québec, n'a pas son propre drapeau dans cette armée. Donc on en vient à servir
pas nécessairement un pays absolument étranger, mais un autre pays que le sien. Eh bien, faut comprendre qu'à partir de là, ça transforme la conscience collective, puis ça fait en sorte, encore une fois, qu'on a un rapport étranger à l'armée. Servir dans l'armée canadienne, ce n'est jamais vraiment servir l'armée québécoise. C'est de façon aussi plus prosaïque de voir du pays. Ah bah oui. Mais il y a beaucoup de gens qui voulaient quitter leur société tellement étouffante, pour bien des gens, pas partout ni pour tout le monde, mais beaucoup de jeunes hommes voulaient quitter pour voir du monde. Entrez dans la Légion, vous verrez le monde. Hein. Ça, c'est l'armée a souvent servi à ça, les personnalités aventurières, un peu téméraires, un peu mercenaires quelquefois. Il y a aussi la figure du soldat incandescent, sacré, mais l'armée canalise ces aspirations-là. Or, effectivement, ici, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de sortir, parce que longtemps, le Canada français, qui est une société à laquelle nous sommes attachés par la mémoire malgré ses limites, avait aussi un côté étouffant. Il y avait deux institutions finalement possibles. Bon, il y avait l'armée, évidemment, mais il y avait surtout l'Église. Oui. Il faut jamais oublier, hein, le Canada français missionnaire, c'était une manière aussi pour nous d'aller voir le monde, pour sortir du réduit provincial. On voulait pas envoyer des soldats au casse-pipe, mais on envoyait bien des missionnaires au Japon, au Paraguay, voilà. à gauche. Donc c'est un signe parmi d'autres du fait que la condition canadienne-française, la culture canadienne-française cherchait à éclore et passait par les institutions qui lui appartenaient. Or l'Église nous appartenait bien davantage que l'armée, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. L'armée, faut pas l'oublier dans notre histoire, c'est la force quelquefois étrangère qui tire sur nous. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a les fameuses manifestations à Québec. 15 et 17, je crois. Il y a eu des morts aussi. Oui, quelques morts à Québec. Ensuite, c'est évidemment, on peut dire la crise d'octobre. C'est aussi la conscription. C'est-à-dire, on décide de nous forcer à aller à la guerre contre notre volonté, souvent. À tort ou à raison, comme je dis, c'est une autre question. Donc, on a un rapport trouble avec la fonction militaire, ce qui fait que notre mémoire militaire, collectivement, est une mémoire soit absente, soit déformée. Alors, quand on regarde le monde aujourd'hui, eh bien, on a une espèce d'élan. Je dirais que l'isolationnisme canadien-français se transforme aujourd'hui en élan pacifiste spontané, mais ça témoigne aussi, je crois, d'une carence dans notre condition collective. On a de la difficulté à participer au monde, donc on se réfugie dans l'utopie. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de ressentiment là-dedans? Nous, on est pacifistes, les Canadiens anglais sont agressifs. On essaie de, comme on n'arrive pas à atteindre les raisins qui sont trop verts en haut, vous savez, pour le renard, là, est-ce que, on se replie sur le pacifisme et on s'en fait une gloire? Je crois qu'il y a souvent eu ça dans notre culture, hein, c'est-à-dire, nous n'avions pas le pouvoir économique, nous nous sommes réfugiés, nous n'avons pas cultivé la spiritualité, mais nous nous y sommes réfugiés. C'est-à-dire, le monde moderne n'est pas pour nous de toute façon, nous valons bien mieux que ça. Et donc on se replie encore. Il y a un repli, mais on n'y reviendra jamais assez. C'est-à-dire, ne pas être indépendant pour une nation qui en aurait les moyens historiquement. Ne pas être indépendant, ça porte à conséquence, ça a des effets, je dirais, qui déforment la psychologie collective, je l'ai mentionné, qui déforment les comportements culturels, qui déforment notre rapport au monde. Ne pas être indépendant, ce n'est pas qu'une question de statut politique puis à qui on paiera nos impôts. C'est qu'à terme, être indépendant, on l'a dit, une constitution constitue. Un régime politique forme un peuple. Et l'indépendance, c'est un apprentissage de la maîtrise de soi. Eh bien, un peuple qui accepte toujours d'exister un peu dans les marges de l'histoire et quelquefois de sa propre histoire, et on ne peut pas s'attendre à ce que ce peuple soit absolument mature dans son rapport au monde. Vous parliez, Mathieu Bocoté, de la fonction sacerdotale il y a quelques minutes. Et il y a des hommes qui sont des tendres, des hommes qui sont des violents, des hommes qui sont des militaires, décider ça. Est-ce que ça me fait penser à cette tripartition des sociétés de Dumézil, de Georges Dumézil des années 20-30, je pense. Oh oui, il a écrit ça beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Oui, il a continué à écrire sur ça. Et donc, les sociétés indo-européennes, dont on fait partie, sont tripartites, si vous voulez. Il y a la fonction sacerdotale, la fonction guerrière et la fonction de producteur, économique, les agriculteurs, les industriels, tout ça. Est-ce qu'il nous manque des fonctions ici? Je ne reprendrai pas comme telle la thèse de Dumézil, qui était à la fois passionnante et contestée, pour peu qu'on s'intéresse à ces questions, mais je reprendrai une idée à tout le moins, qui ne lui serait pas spécifique, c'est que la fonction militaire est une fonction existentielle dans une nation. La fonction militaire, je le disais, révèle la charge sacrée de la cité. Nous pouvons avoir à mourir pour le pays. Personne ne le souhaite. D'ailleurs, il y a une phrase assez amusante de Patton qui disait « On ne gagne pas la guerre en mourant pour son pays, mais en s'assurant que les salauds d'en face meurent pour le leur. » Bon, c'est assez amusant. C'est le général Patton, hein? C'est assez amusant, mais néanmoins, derrière la boutade, il y a quand même l'idée que il faut que la cité se sacralise. C'est-à-dire, pour appartenir à une collectivité, à une communauté politique, pour ne pas y voir qu'une agence de livraison de services, pour savoir qu'on participe à quelque chose d'existentiel, il faut qu'il y ait une charge sacrée qui soit associée à la cité. Or, cette charge sacrée,
est normalement porté par le militaire. D'ailleurs, c'est là qu'il y a un faste, il y a une déférence spécifique envers la fonction militaire. Dans certains pays, il y a le fameux défilé militaire. Là, en France, là-dessus, c'est assez incroyable. Mais on a notre défilé des géants, enfin. Ah oui, effectivement. Mais où est la charge sacrée ici au Canada français? Ne disposant pas, ou au Québec, ne disposant pas de cette fonction, eh bien, longtemps, le sacré, c'était le sacré de la survivance. Oui. C'est-à-dire, nous avions néanmoins survécu, et durer, c'était notre manière d'avoir un rapport. Donc, passer le flambeau d'une génération à l'autre, c'est à travers la survivance que, je dirais, la sacralisation de la cité est apparue ici. Oui. Mais je note une chose, toutefois, c'est qu'il y a une dimension incomplète. Parce que les institutions dans une société ne sont pas que fonctionnelles. Les institutions n'ont pas qu'une fonction secondaire ou utilitaire. Les institutions canalisent des passions humaines. Or, se pourrait-il que certaines de ces passions humaines indispensables à l'entretien de la cité au Québec soient incomplètes? Ça nous ramène à cette question de l'expérience militaire du Canada français, de notre rapport au monde. Oui. Lorsqu'on regarde le 20e siècle, les Canadiens français ou les Québécois, quelquefois, étaient un peu à l'écart. Et quelquefois, vivant à l'écart, se vivant toujours dans la position du marginal, ils se sont trompés sur leurs propres conditions. Souhaitant l'indépendance, ils se sont pris quelquefois pour des nations colonisées du tiers-monde, plutôt que de comprendre la singularité profonde de leur situation. Mais c'est le rapport au pouvoir, c'est le rapport aux politiques, c'est le rapport à l'histoire qui se joue à travers ça. J'ai écrit un texte une fois il y a très longtemps. Le Christ a-t-il ressuscité au Québec? Je vous pose la question à vous. Vous êtes sociologue, vous n'êtes pas religieux. Pensez-vous que le Christ a ressuscité au Québec ou il est mort cloué en croix? Je vous inviterai à préciser votre question. Pardon? Je vous inviterai à préciser votre question néanmoins. Parce que n'étant pas religieux, je me permets de vous... Oui, mais vous cultivez, vous connaissez un petit peu les choses. C'est-à-dire, le Christ meurt et il ressuscite 3 jours après dans la gloire, avec la plénitude. Ici, on a souvent l'impression que le Christ est un Christ de douleur, qui est mort et qui ensuite, on l'a oublié sur la croix. Vous parlez de sacralité, vous parlez de gloire, vous parlez d'honneur militaire. Ça correspond un peu au discours qu'on reproche, à ce qu'on reproche du discours religieux d'ici. Mais je dirais, il y a quelque chose là-dessus, presque une mémoire. La mémoire du politique dans la civilisation occidentale est une mémoire complexe. Et il y a aussi la mémoire de la cité antique. Ça peut paraître étrange, mais elle n'a jamais cessé d'irriguer la philosophie politique. La Renaissance, d'ailleurs, et on peut voir la Renaissance qui est aussi une renaissance de la philosophie politique, c'est la mémoire de la pensée antique, la mémoire de la cité antique, qui vient d'un coup nous rappeler le politique comme participation, par exemple. Le politique dans cette dimension sacrée. Le fait que le pouvoir n'est pas qu'extérieur à la cité, mais peut être objet d'appropriation par la cité. Or, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui manque, quelquefois, paradoxalement, dans la pensée politique québécoise, qui pourtant, pendant longtemps, a été alimentée par la lecture des auteurs anciens, et ainsi de suite. C'est cette mémoire du politique, c'est une mémoire riche du politique, qui fait en sorte que les peuples, souvent, par exemple, désirent l'indépendance comme un bien en elle-même, désirent survivre en soi parce que c'est un bien en soi. J'ai l'impression que quelquefois, c'est la mémoire riche du politique qui traverse la philosophie politique occidentale est une mémoire qui a été bien insuffisamment appropriée au Québec. On se l'est appropriée de manière insuffisante. Alors, je réponds de manière détournée à votre question, mais je transpose ça dans mon propre langage. La mémoire du politique, la philosophie du politique qui alimente l'État-nation en Occident, qui alimente le rôle militaire, qui alimente le sens des frontières, qui alimente la volonté de durer collectivement, qui alimente le sacré dans la cité, il se peut qu'en ces matières, les sources qui irriguent notre pensée collective soient insuffisantes et incomplètes. Je vous écoute, Mathieu Bocoté. J'entends tout le temps quelques accents de général de Charles de Gaulle. Je le prends comme un compliment. Oui, dans ma bouche, oui, dans la bouche d'autres, peut-être pas. Mais il a écrit 2 livres auxquels je pense. La France et son métier. Et son armée. Et son armée, pardon. Et Le fil de l'épée. Ah, mais le livre magnifique. 2 livres magnifiques, en fait, mais le deuxième plus encore. Le fil de l'épée, c'était écrit dans les années 30, avant la guerre. Oui, et c'est une philosophie du commandement par le général de Gaulle. Et ça commence avec, en exergue, une citation de Hamlet, de Shakespeare. Être grand, c'est soutenir une grande querelle. J'ai l'impression que vous voulez que nous soyons grands, et notre grande querelle, c'est l'indépendance. Bien évidemment. Et ça, c'est pas un secret. Je crois que la condition de la grandeur québécoise, c'est envisager, non pas d'ailleurs la souveraineté, association, tout ça, bien que ça peut prendre cette forme-là politiquement, mais c'est l'indépendance. C'est par l'indépendance que le peuple québécois peut envisager la grandeur. La grandeur qui, chez nous, sera simplement la possibilité d'exister au monde et d'exister dans le monde en notre propre nom. L'indépendance, c'est ce qui fait relever la patte québécoise, qui nous sort de la
médiocrité. Oh, vous êtes chrétien, là, le levain dans la pâte. Ça revient, ça. Qui nous sort de la médiocrité quelquefois provinciale, qui nous sort de cette idée que nous sommes marginales dans l'histoire universelle, comme dans notre propre histoire. L'indépendance est une idée qui peut féconder la condition québécoise, qui l'a historiquement fécondée. Nous n'avons jamais été grands que lorsque nous avons rêvé à l'indépendance ou lorsque nous l'avons envisagée à l'horizon. Et lorsque nous renions l'indépendance comme idéal et comme horizon, eh bien nous régressons, et je crois que le Québec contemporain en donne l'exemple. Vous pensez pas que la grandeur dont vous parlez peut souvent s'effondrer en grandiosité? Oui, c'est ce qui reste du paysage politique. Ah non, absolument non. Ce qui reste, lorsque la grandeur n'est plus là, c'est le rituel et le souvenir de la grandeur. Mais lorsque la grandeur est absente et que le rituel est encore là, eh bien, commencent ces discours pompeux. Et ça, c'est insupportable. Et on l'entend souvent ici. C'est ce qui reste en ce moment au Québec, hein, c'est-à-dire les discours pompeux qui cherchent à masquer notre inexistence, qui cherchent à masquer une certaine médiocrité collective, qui cherchent à masquer l'échec tragique. C'est une chose qu'on mentionne insuffisamment. Un peuple qui échoue son indépendance, c'est pas un peuple qui retourne à la case départ. C'est un peuple qui entre dans la spirale de la régression. Et je crois que nous y sommes. L'indépendance, à travers notre histoire, à travers toute notre histoire. On pourrait relire István Bibo, l'historien hongrois, dit... Du XXe siècle? Du XXe siècle. Dit, il faut relire l'histoire des peuples de l'Europe de l'Est à la lumière de leurs désirs, de leurs rêves et de la possibilité de l'indépendance. Le véritable fil conducteur, c'est le rapport à cette idée phare. Mais je crois qu'il faudra un jour relire l'histoire du Québec à la lumière de cette idée pour voir comment elle a contribué à la formation ou à la déformation de l'identité collective. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons l'indépendance, qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on y voit simplement le vieux souvenir dépassé d'une génération qui a échoué, ou est-ce qu'on est capable de retrouver la charge existentielle de ce projet? Et avec ça, on reprend toutes les questions dont nous avons parlé depuis le début de cet entretien, et on peut les éclairer autrement. Le 11 novembre, est-ce que vous allez porter un fleur-de-lysée sur le coquelicot? Je porterai le coquelicot. Je n'ai aucun problème au fait de porter le fleur-de-lysée sur le coquelicot. Et la petite controverse qui a entouré Madame Marois, qui a décidé de porter le fleur-de-lysée sur le coquelicot, je crois que c'était un procès fait tout simplement à la possibilité du Québec d'exister en son propre nom avec ses propres symboles. C'était un procès de mauvaise foi. Souvent, c'était un procès fait non pas au péquisme, mais à la possibilité pour le Québec d'avoir son propre drapeau sur la scène du monde. Mathieu Bocoté, merci infiniment. C'était un plaisir.